Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser. Je suis évidemment ravi de vous retrouver pour ce dernier Kaiser News de l'année, le numéro 127. L'écosystème crypto est en nette expansion, l'écosystème crypto est à la fête, il est vert. Les altcoins ont très bien performé, notamment sur les 2 derniers mois. Et grosso modo, l'année 2023, en tout cas la deuxième partie de l'année, a été quand même à la fête où on a vu nos tokens préférés se réveiller. Toujours très appréciable. Nous allons donc voir l'analyse du marché crypto. Nous allons également voir l'analyse graphique, Bitcoin, Ethereum, et puis les tokens aussi qui ont performé. Et bien évidemment, nous allons voir les tendances, les narratifs. Qu'est-ce qui se profile pour 2024? Est-ce que le bull run a commencé ou pas? Nous allons voir tout ça dès maintenant. C'est parti. Avant toute chose, mes très chers Kaisernautes, comme d'habitude, si vous appréciez les vidéos et ma chaîne, n'oubliez pas de liker et de mettre des commentaires, c'est toujours hyper appréciable et j'adore aussi vous lire et je vous réponds à chaque fois. Précisons-le quand même, le Bitcoin est à 42 657 $ versus 43 624 $. Petite baisse de presque 1000 $, c'est tout à fait normal, hein, on consolide autour de notre fameuse résistance des 42 200 $. L'Ethereum, quant à lui, 2358 $ versus 2292 $ lors du dernier Kaiser News il y a une semaine. Donc l'Ethereum, lui, par contre, a bien augmenté, tout comme d'ailleurs les altcoins hein, qui ont augmenté. Donc en tout cas, la capitalisation globale du marché crypto est de 1750 milliards de dollars à la clôture journalière, c'est-à-dire à ce matin, 1h du matin, versus 1732 milliards de dollars. Donc nous avons quand même 18 milliards de dollars d'augmentation entre le dernier Kaiser News il y a une semaine et aujourd'hui. C'est toujours appréciable. Donc sur la semaine, augmentation de 0,93%. Pour rappel, la semaine se termine dans la nuit de dimanche à lundi et sur la journée, petite régression de 1,44%. Le Bitcoin, lui, sur la journée a régressé de 1,75% et sur la semaine de 0,70%, et l'Ethereum sur la journée a régressé de 0,97%. Par contre, sur la semaine, il a augmenté de 3,76%. C'est donc bien l'Ethereum qui est parvenu à tirer son épingle du jeu. Comme on peut le voir ici dans la répartition, le Bitcoin, pour la première fois, en tout cas depuis l'année 2023, est en deçà des 48%. Pour laisser la place justement à l'Ethereum qui lui a franchi la barre des 16% et aux altcoins qui ont franchi la barre de 36,1% versus 34,9% lors du dernier Kaiser News. Ça montre bien une chose, ça montre bien que le Bitcoin il consolide pendant que les altcoins, eux, pump. Ça se voit également sur la dominance. Le Bitcoin, la dominance du Bitcoin pour la 3e semaine consécutive est dans le rouge avec une belle chandelle rouge ici. Alors forcément, c'est de bon augure hein, parce qu'on a un Bitcoin qui baisse pas forcément. Par contre, on a des capitaux qui rentrent et qui rentrent dans les altcoins, dans Ethereum. Et du coup, ça se retrouve au niveau de la dominance qui baisse, mais pour les bonnes raisons. Et c'est ça qui est toujours appréciable. Le sentiment crypto, le fameux Fear and Greed, nous avons perdu 8 places. Nous sommes à 65. Nous sommes dans l'euphorie, pile la moitié de l'euphorie. Pour moi, c'est le top du top. Pourquoi nous avons régressé? Je pense que c'est parce que nous attendons une nouvelle de la SEC. Il est possible que ce soit aujourd'hui, cette fameuse décision, ou dans les jours qui viennent. En tout cas, la SEC se fait attendre. Et c'est vrai que pour les plus impatients, c'est toujours difficile d'attendre. C'est la raison pour laquelle on a un petit peu baissé au niveau de l'euphorie à mon sens. Mais pour moi, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir. C'est tout à fait logique. La SEC joue la montre. En tout cas, on a une décision qui est très importante, l'acceptation ou non des ETF spot Bitcoin. Et cette validation-là, si validation il y a, ce sera un magnifique catalyseur pour la suite. Nous allons le voir dans l'analyse graphique. Pour le reste, sur l'évolution de l'index Fear and Greed sur les 200 derniers jours, nous pouvons voir d'ailleurs notre trendline qui est maintenant bien haussière. Ça fait plaisir, hein, les investisseurs ont le moral, on y croit, tout est vert. Donc maintenant, nous sommes en train de latéraliser et nous attendons. Petit aperçu sur les altcoins maintenant, en tout cas la saison crypto. Donc pour rappel, ce graphique nous indique si nous sommes dans la Bitcoin saison ou dans la altcoin saison. Nous avons commencé à nous extirper de cette Bitcoin saison depuis à peu près juin-juillet 2023 et depuis nous nous dirigeons bon an mal an vers la altcoin saison. Là, depuis novembre, en tout cas, sur vraiment les 2 derniers mois, nous avons eu vraiment un très gros pump des altcoins. Hein. J'ai regardé, nous en sommes à peu près 62% d'augmentation des altcoins, c'est-à-dire l'ensemble des cryptos moins le Bitcoin sur les 2 derniers mois. Donc c'est quand même assez incroyable et ça se voit d'ailleurs très bien au niveau de ce graphique où maintenant nous sommes avec un indice de 65. Nous ne sommes pas encore dans la altcoin saison, mais on s'en rapproche rapidement. Alors attention quand même, après une telle poussée,
un retracement est à craindre et ce retracement pourrait même coïncider avec une éventuelle validation des ETF Bitcoin Spot où là forcément le poids du corps viendrait sur Bitcoin, la dominance du Bitcoin se mettrait à réaugmenter et du coup forcément nous aurons sur le graphique ici un retracement pour que les altcoins puissent laisser place au Bitcoin le temps que lui reprenne de la valeur pour ensuite évidemment qu'il laisse à son tour sa place aux altcoins pour que eux aussi prennent de la valeur. Je continue maintenant avec le petit Rainbow BTC très rapide. Rainbow BTC, l'évolution du cours de Bitcoin depuis sa création. Nous voyons très bien l'alternance entre les bull run et les bear market. Bull run, bear market, bull run, bear market, bull run, bear market. Les périodes de halving qui sont espacées de 4 années à chaque fois. Le prochain halving qui arrive très bientôt. Dans 3-4 mois, nous allons avoir notre prochain halving. Pour rappel, le halving est considéré comme un catalyseur précédent un bull run, on peut le voir ici, ici et ici, le halving, le bull run, le halving, le bull run, le halving, le bull run. Donc, a fortiori, si c'est comme les derniers bull runs, ce que je pense, on devrait avoir grosso modo le même schéma. Même si ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on oscille quand même à des niveaux assez importants dans l'arc-en-ciel. Ça me rappelle un petit peu ici le dernier bull run, en tout cas le dernier bear market, mais avec la planitude de l'avant-dernier bear market. C'est vraiment ça, un petit peu plus haut. C'est exactement ce qu'on s'était dit dans notre plan et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes maintenant ici au niveau du vert, nous restons dans le vert, mais même si nous restons dans le vert, comme l'arc-en-ciel est de toute façon ascendant, forcément les prix grimpent. Et puis si jamais nous avons, imaginons-le, validation des ETF, alors effectivement là on pourrait rentrer dans le vert clair. Est-ce que ça marquera le début du bull run? C'est tout à fait possible. En tout cas, sur la limite basse de l'arc-en-ciel, aujourd'hui elle est de 20 000 $. Ça veut dire que ici c'est 20 000 $, c'est-à-dire que le Bitcoin, à mon sens, à aujourd'hui, ne pourra pas aller en dessous des 19 995 $. Et de toute façon, à la fin de l'année, il ne pourra plus aller en dessous des 20 035 $. Je continue maintenant avec l'analyse graphique. Alors, comme vous pouvez le voir, ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on consolide autour de cette fameuse résistance que, je le rappelle, nous avions identifiée bien en avance. Les fameux 42 264 $, résistance extrêmement compliquée à passer parce que c'est une résistance long terme et qu'il faut la buriner, il faut clôturer au-dessus plusieurs fois en vision journalière et hebdomadaire pour pouvoir la passer. Nous sommes en train de la travailler. Nous sommes en train également de travailler le haut du nuage mensuel parce qu'on a deux résistances en plus en même temps. Donc, c'est pas si simple. On voit bien au niveau de la lagging spine. Elle est ici, elle oscille entre cette résistance et ce haut du nuage. Comme ça oscille, ça oscille. À force d'osciller, à force de travailler, on devrait pouvoir la passer. Il faudrait un petit coup de pouce. Et encore une fois, ce coup de pouce, à mon sens, viendra de la SEC. Donc, attendons que la SEC s'exprime. Et là, on aura l'énergie, la force nécessaire pour s'extraire de ces deux résistances et aller directement titiller les 47 105 $, qui est pour moi le prochain niveau du Bitcoin. Concernant maintenant l'Ethereum, vision hebdomadaire également, l'Ethereum, ça y est, vous voyez avec sa lagging spine, il a réussi à s'extirper déjà de ces deux niveaux qui n'étaient pas évidents, franchement, les 2223 $, bien vicelard cette résistance ici, qui était couplée à la SSB du nuage hebdomadaire, donc c'est pareil, compliqué à passer, donc les deux en même temps, c'est assez touchy. Et puis maintenant, il se retrouve avec cette fameuse SSA du nuage mensuel. La lagging spine bute dessus. Ça devrait, à mon sens, passer. On la travaille, on la travaille encore. Ça correspond d'ailleurs ici à ce niveau-là. On avait été rejeté au niveau des cours de clôture. On voit bien ici avec la lagging spine, rejeté une première fois sur ce niveau-là. On réattaque derrière. À force d'attaquer, ça devrait lâcher. Je pense que Ethereum pourra incessamment venir flirter avec les 2481 $ ici. Par contre, après, il faudra passer, il faudra rentrer dans le nuage. Et c'est ça qui ne sera pas évident parce que nous avons à la fois un niveau des 2481 $ qui est un niveau assez touchy. C'est un ancien niveau de Kejun long terme. Et puis, nous avons également la fameuse SSB de ce nuage mensuel à passer. Donc, pas évident. Ce qui pourrait nous permettre de rentrer dans ce nuage, c'est évidemment l'acceptation de la SEC par rapport aux ETF. Parce que même si ça va vraiment profiter au Bitcoin, Ethereum, quant à lui, il y aura forcément un impact sur Ethereum. Et ça pourrait lui donner à lui aussi la force soit de s'extraire et d'arriver vers les 2481 $ si l'acceptation vient dès demain. Si ça tardera un petit peu plus, on pourrait, avec cette acceptation, dépasser directement ce niveau de résistance-là pour rejoindre l'intérieur du nuage et osciller dans le nuage, tout comme le Bitcoin l'a fait en oscille dans le nuage. Alors évidemment sur la partie supérieure, mais je pense que ça sera à peu près pareil pour Ethereum. En attendant la validation des ETF Ethereum Spot,
où là derrière ça pourrait permettre à l'Ethereum de franchir ce nuage mensuel et du coup on aurait à la fois le Bitcoin et l'Ethereum au-dessus de leur nuage mensuel et ça serait peut-être ça finalement le début du bull run parce qu'à mon sens quand l'Ethereum va franchir son nuage mensuel ça devrait peu ou prou correspondre avec le halving et derrière ça devrait être parti pour le début de notre bull run qui devrait s'étaler sur tout 2024 et peut-être début 2025 également. Donc pas mal de choses. Alors évidemment, à bull run, ça ne se fait pas directement en ligne droite. On aura des gros retracements. D'ailleurs, attention par rapport au retracement. Je trouve quand même qu'on a bien augmenté là sur ces 2 derniers mois, notamment au niveau des altcoins. Donc un retracement est tout à fait envisageable. Donc gardez-le bien en tête. Mais c'est pas parce qu'on a un retracement que ça va repartir à la cave, hein. Il faut que ça retrace aussi pour respirer et pour mieux repartir à la hausse. Donc 2 possibilités, soit on hold, on attend le retracement, on attend que ça reparte, ou alors on essaye de jouer les replis. Ça c'est une autre histoire, ça dépend de votre appétence au risque. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, l'année 2024 devrait être haussière dans sa globalité sur les cryptos et c'est ça vraiment le message que nous devons retenir. Côté calendrier économique maintenant, alors pas grand chose parce que nous sommes dans une semaine assez calme, nous avons à la fois Noël et puis évidemment le jour de l'an. À signaler tout de même les chiffres du chômage qui sont moins bons que prévu. Nous avions tablé sur 210, nous sommes à 218. Donc un peu plus compliqué au niveau de l'économie aux États-Unis, plus de chômeurs. Alors évidemment, c'est pas mal pour l'inflation. Par contre, pour l'économie et pour plein d'autres choses, c'est pas terrible et c'est la raison pour laquelle, à mon sens, je sens que la Fed pourrait effectivement entamer un pivot. Ça veut dire réfléchir à une baisse des taux directeurs pour 2024, voire début 2024, pour pas que l'économie en pâtisse trop non plus. Et ça ferait du bien à tout le monde dans un secteur en crise comme l'immobilier, voir les taux enfin reculer, enfin s'abaisser. Ça serait quand même de bon augure pour tout le monde, sachant que l'inflation tout de même est maintenant quasiment sous contrôle. Donc on pourrait se permettre de desserrer un petit peu les liens sur les taux directeurs, à voir ce que pensera la Fed, mais évidemment à la lecture des chiffres économiques, bon là nous avons que le chômage, mais dans la tête de Monsieur Powell, ça doit commencer à faire résonance. Et sinon évidemment comme news, alors il y a pas mal de petites news, je vais passer dessus, c'est pas très important, mais on a surtout la SEC. Pour moi, c'est le point central maintenant, le pivot, c'est la SEC. Nous attendons la validation de la SEC par rapport aux ETF Bitcoin Spot, BlackRock, Grayscale, tous ces gens-là attendent avec impatience pour que, enfin, les institutionnels puissent s'engouffrer dans les bitcoins. Alors, est-ce qu'il y aura un gros retracement une fois validation de la SEC ou alors est-ce qu'il y aura une hausse? Ça, c'est assez compliqué de le dire. Pour ma part, je pense quand même qu'on aura un bitcoin qui va partir à la hausse, mais bon, ça reste que mon avis, donc faites quand même très attention. Ceci dit, un accord de la SEC, ce sera une excellente nouvelle pour la suite. Je continue maintenant avec le top 15 crypto. Ethereum, alors l'Ethereum, lui, ça y est, heureusement, il a bien rattrapé son retard. Il s'approche maintenant des 2400 $. Ça, c'est quand même une excellente chose que l'Ethereum, lui également, se réveille. Le BNB, c'est lui qui a fait la plus magnifique hausse. Il est maintenant à 323 $. Il était à 250 $. Il a fait son breakout à peu de façon inattendue. Et maintenant, ça y est, il est à 323 $. Il se stabilise. Il devrait peut-être un petit peu retracer maintenant qu'il a bien pumpé. Mais en tout cas, bravo pour le BNB. Le Solana, 101 $. Donc, il s'est rapproché de ses 108 $ comme convenu. Maintenant, il a atteint ce niveau. Il est en train de travailler. Il est en train de consolider, etc. C'est tout à fait normal. Il y a des prises de profit à chaque niveau clé. Les 108 $, prise de profit. On attend. Ça consolide pendant un certain temps pour après pouvoir repartir à la hausse. Le XRP, il est toujours dans ses 0,63 $. Le Cardano, 0,62 $. Il n'a pas encore vraiment évolué. Le Cardano, le Stake, l'Avalanche, 39 $ également. Le Polkadot, 8 $. Il avait fait une très très belle hausse. Maintenant, il se maintient autour des 8 $. Mais il devrait pouvoir, lui, je pense, aller jusqu'aux 10 $, voire un peu plus. Le Polygon, c'est pareil, il est à 1 $. Le Tron, 0,11 $. Pas beaucoup d'augmentation pour le Tron, mais pas beaucoup de baisse non plus. On peut voir par rapport aux autres que le Tron, il s'est bien maintenu. Et puis Chainlink a perdu 4%, mais Chainlink qui ferme la marche. Polygon est venu réintégrer maintenant le top 15 au détriment du Token qui lui a disparu du top 15. Après, c'est un peu le jeu des chaises musicales. Mais en tout cas, le Polygon a fait une très belle opération et s'est extirpé des 2 dernières places. Il est devenu 13e avec 9 milliards 320 millions de capital, ce qui est quand même pas mal du tout. Je continue maintenant avec les tokens qui ont le mieux performé. Petit zoom sur ces tokens-là qui ont attiré la lumière sur eux. Alors, nous avons ici les capitalisations les plus importantes de rang 1 à 250. Donc, ce sont les cryptos les moins risqués.
Donc pour rappel, hein, les cryptos vertes, il faut en détenir au minimum 75% dans votre portefeuille. C'est très important, ce sont des bons projets en général avec des bons fondamentaux. C'est ce qui peut vraiment prendre de la valeur, donc faites attention à ça, à 75%. Ça reste safe et puis ça peut rapporter beaucoup. Dans ces 75%, je vous conseille 50% minimum BTC ETH. Et nous commençons avec le Taylor Tributes qui a pris 16%, 20 places en plus, 115e. Très bon indice supply, belle augmentation de volume. Ça, c'est vraiment un oracle décentralisé où chacun peut apporter de la data. Pour ce faire, on déclare nos données aux mises sur leur justesse. Et puis, pendant un certain laps de temps, chacun peut contredire la justesse de nos données via des frais de contestation. Et puis à un moment donné, ce sera les détenteurs de jetons Taylor Tributes qui vont arbitrer. Soit effectivement la donnée est considérée comme fausse, dans ces cas-là, moi je perdrai ma mise parce que j'ai misé sur le fait qu'elles étaient justes. Ou sinon c'est l'inverse, et dans ces cas-là, ceux qui ont contesté perdront leur mise parce que c'est moi qui avais raison. Le Bitcoin Gold qui a pris 10%, 278% au niveau de son volume en plus. Un indice supply qui est quand même intéressant, 17 places en plus. Ça, c'est un fork du Bitcoin hein, qui a été créé en 2017 et qui permet notamment le minage avec des GPU au lieu des ASICs traditionnels pour le Bitcoin pour une meilleure décentralisation. Et puis nous avons Holo qui a pris 8 places, 4% au niveau de l'augmentation de son prix, 192% au niveau de l'augmentation de son volume. Ça, Holo, c'est de l'hébergement cloud et ça permet l'hébergement de n'importe quelle application en peer-to-peer. Et on peut devenir nous-mêmes un hébergeur via notre propre machine, que ce soit un PC, un Mac, un Raspberry, etc. Je continue maintenant avec les tokens plutôt jaunes, hein, les tokens qui ont une capitalisation de rang 251 à 800, donc plus risqué, pas plus de 15% dans votre portefeuille. Nous débutons avec STFX qui a pris 146 places, un indice supply de 51%, mais c'est pas mal parce que ça existe ce protocole depuis février 2023, donc c'est assez récent avec une belle augmentation de volume. Donc ça c'est un protocole DeFi ou plutôt même SocialFi qui propose des STV, ce sont des coffres-forts non dépositaires de gestion d'actifs à court terme. Et donc ça propose des shorts, des longues perpétuelles avec levier ou bien spot. Donc chacun peut investir et on peut également staker nos STFX. Ensuite nous avons Chronos ID qui a pris 118 places, 14% au niveau de l'indice supply, 38% au niveau de l'augmentation de son prix. Chronos ID, ça c'est vraiment une couche d'identité et de communication décentralisée qui est construite sur la blockchain Chronos. Donc grosso modo, ça permet aux utilisateurs d'envoyer des informations et donc des fonds également à d'autres utilisateurs, mais via des identifiants qui sont compréhensibles, intelligibles par les personnes, comme des mots ou des choses comme ça, plutôt qu'à une adresse qui est, elle, vraiment compliquée à comprendre et surtout compliquée à retenir. Et donc ça limite justement les erreurs d'envoi de fonds à d'autres personnes. Et puis nous avons Map Protocol qui a pris 67 places, 27% d'augmentation de prix en plus, avec 24% d'indice supply. Donc ça c'est un layer 2 pour Bitcoin. Il commence à y en avoir pas mal et je pense d'ailleurs que ça c'est un bon narratif pour 2024. Les layer 2 pour Bitcoin devraient bien exploser en même temps que le prix du Bitcoin suite à l'acceptation des ETF. Map Protocol, c'est dans la même lignée que Stacks, que Alex, etc. Et Map Protocol, du coup, ça permet l'interopérabilité cross-blockchain. Hein, ça utilise la technologie des ZK. Et ça fournit également une suite de développement, de tutoriels, de SDK. Et ça fournit même d'ailleurs une infra pour tout ce qui est stockage et calcul. Donc assez complet. Map Protocol a surveillé également celui-ci. Et puis je continue avec les tokens rouges. Donc rouge, c'est plus, attention, hein, c'est plus risqué. Pas plus de 10% dans votre portefeuille, ça reste des petites capitalisations de rang 801 à 2000. Et nous avons le Diamond qui a pris 269 places, 87% au niveau de son indice supply. 84% au niveau de l'augmentation de son prix, c'est quand même pas mal du tout, surtout sur une journée où on a retracé, il faut le savoir. Donc ça, c'est une blockchain de Layer 1 qui a été fondée en 2013, hein, donc ça commence quand même à avoir de la bouteille, hein, cette blockchain. Et donc elle est décentralisée, elle a peu de frais, avec une faible empreinte carbone, elle est sécurisée, elle est assez rapide, 400 transactions par seconde, et il y a des masternodes possibles que l'on peut monter. Ensuite, nous avons Equilibria Finance qui a pris 206 places, 25% au niveau de son indice supply. Ça reste pas mal parce que c'est assez récent hein, comme protocole. Ça a pris 40% au niveau de son prix et belle augmentation de volume. Ça, c'est un protocole qui permet de booster et de maximiser les rewards sur Pendle pour ceux qui connaissent. Alors Pendle, c'est pas mal aussi ça. Hein. Ça permet en fait de dissocier. Lorsque l'on met par exemple un ETH dans l'IDO, on a des STETH. Et le STETH, donc il y a l'actif, le STETH, et puis il y a le coupon, c'est-à-dire le rendement, les 4,5% que peuvent nous rapporter le fait de déposer des STETH. Pendle dissocie ça. Hein. Pour rappel, nous avons l'actif, le STETH, et nous avons également le coupon. Et le coupon d'ailleurs des 4,5% que l'on peut trader, etc. avec Pendle. Voilà.
Et donc là, l'avantage de Pendle, c'est de pouvoir avoir un taux qui n'évoluera jamais pendant une période de temps. Par exemple, pendant 2 ans ou pendant 1 an, j'aurai toujours mon taux qui sera constant. Et ça peut être quand même super intéressant pour les entreprises ou autres qui n'aiment pas trop voir de fluctuations. D'avoir un taux constant, c'est quand même pas mal du tout. Donc je pense que Pendle, ça c'est vraiment bien et ça peut avoir une légitimité pour 2024 quand il y aura justement les institutionnels qui vont rentrer un peu plus dans l'écosystème crypto, etc. Et donc avoir des protocoles qui permettent d'optimiser les rendements sur Pendle comme Equilibria Finance, je pense que ça a tout son sens. C'est la raison pour laquelle celle-ci, je la surveille étroitement. Et puis nous avons Aleph IM qui a pris 140 places. Il est maintenant 832e, ce qui est pas mal. Il a fait une belle remontada, celui-ci. 37% au niveau de son indice supply. Ça reste correct parce que c'est assez récent. Au niveau de son prix, 36% en plus, c'est pas mal du tout et une très belle augmentation de volume. À l'FIM, ça c'est vraiment du cloud décentralisé qui permet l'indexation et le stockage de données hors chaîne et ce depuis plusieurs blockchains. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Et puis en plus, le narratif du stockage, c'est-à-dire le storage, c'est ce qu'on a vu lors du dernier Kaiser News. On a vu que c'était vraiment un narratif, une catégorie qui avait le vent en poupe, qui croissait énormément. Et ça me fait d'ailleurs une magnifique transition pour aller regarder, zioter un petit peu les narratifs. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les catégories qui vraiment se mettent à pumper? Donc ici, nous avons les catégories avec le plus de capitaux. Donc évidemment, nous avons les layers 1, tout ce qui est Bitcoin, Ethereum, avec une augmentation de 2,1% sur les 2 dernières semaines. Ce qui est quand même pas mal, hein, les layers A, pour rappel, hein, c'est vraiment des mastodontes. Nous avons ensuite les stablecoins, les exchanges centralisés qui ont pris 20,7%. Ça doit être la 2e ou 3e meilleure hausse de ces 2 dernières semaines. Et la raison à cela, elle est très simple, c'est le fameux BNB que personne vraiment n'attendait, qui a eu un magnifique pump, qui a fait son breakout. Ça fait l'affaire de Binance. Du coup, Binance remonte dans le haut du classement vers les étoiles. Du coup, il y a un impact sur la catégorie des exchanges centralisés. Donc, c'est la raison de ce 20,7%. Les NFT, toujours en augmentation, 12,2%. Les liquid staking tokens, 3,7%, qui ont perdu une place par rapport aux NFT. C'est assez incroyable. Pourtant, les NFT, on n'en entend pas plus parler que ça, mais c'est ainsi. Les mêmes coins, ce sont les seuls qui sont en baisse, avec 2,3% de baisse. Nous avons aussi les Layer 2. Ça augmente bien, les Layer 2 à plus 21,1%. Des incontournables, les Layer 2, bien évidemment, on les utilise de plus en plus. Nous avons le gaming, petite baisse de forme du gaming. En tout cas, il a laissé sa place au Layer 2. Et le gaming qui augmente que de 9,3%, mais il a très bien pumpé dans les derniers Kaiser News, donc il faut évidemment que ça respire un petit peu. Les exchanges décentralisés qui augmentent quand même de 13,4% à 17 milliards au niveau de leur market cap, ce qui est quand même pas mal du tout, hein, les DEX. Hein. D'ailleurs, à ce sujet-là, le SmartDEX, on vient d'apprendre que le SmartDEX va proposer bientôt un stablecoin. Donc il y aura plus d'informations plus tard, mais c'est de très bon augure. Hein. Le protocole continue d'innover. Le métaverse qui augmente de 18,3%. Le yield farming qui a laissé sa place au métaverse, mais qui augmente tout de même de 16,93%, ce qui est quand même pas mal. Le DeepMind, il reste stable. Il a quand même augmenté de 20,7% et se rapproche du yield farming et du métaverse. À mon avis, le DeepMind va rapidement dépasser ces deux catégories pour se remettre 10e. Nous avons les oracles aussi qui ont pris 5,51%. C'est vrai que ça a beaucoup moins pumpé, mais les oracles, c'est constant parce qu'on en a toujours besoin. Le storage, 30% encore. Je vous en parlais lors du dernier Kaiser News. Le storage, c'est incroyable, 10 milliards de dollars pour le storage qui est 14 en place et qui vient supplanter l'intelligence artificielle. Petite baisse de forme pour l'intelligence artificielle, juste 2,94% d'augmentation. Est-ce que la hype est passée ou pas? Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, une intelligence artificielle, c'est bien beau, mais pour fonctionner, il lui faut de la puissance de calcul, il lui faut du stockage, etc. Et ça, c'est fourni par justement le deeping, de storage et tout ça. Donc, à surveiller. Sur les catégories les plus performantes sur les 14 derniers jours, sans surprise, nous avons le storage en number one avec 30% d'augmentation, 14e, c'est assez incroyable. Les BRC20 qui sont toujours là, 22%, les BRC20, 2 milliards de dollars. Les BRC20, ça fait l'affaire aussi des mineurs. Hein. Effectivement, on aura le halving, donc ça c'est toujours un peu compliqué pour les mineurs parce que pour rappel, les récompenses sont divisées par 2. Et maintenant avec les transactions, les BRC20, forcément, les mineurs sont très contents hein, parce qu'ils se font beaucoup d'argent avec l'ensemble de ces transactions. Et donc, comme c'est extrêmement spéculatif, donc c'est parfait. Les Layer 2 aussi, un bon regain pour les Layer 2, ça fait quand même plaisir parce que ça, on en a vraiment besoin. Et puis, pour rappel, hein, les prochaines mises à jour d'Ethereum qui auront lieu début 2024 va permettre aux Layer 2 d'avoir des frais encore moins chers.
Donc ça, c'est toujours appréciable. Nous avons les exchanges centralisés. Là, c'est évidemment suite au pump du BNB. Forcément, la catégorie a pumpé dans son ensemble avec 20,74%. Et le DeepMind qui est en bas, le DeepMind qui a quand même 20,74% d'augmentation au niveau de sa catégorie. DeepMind Storage, ce sera des incontournables pour 2024. Ça, c'est quasi sûr. Ensuite, ce sont les tokens qui ont été le plus recherchés sur CoinGecko, sur la journée d'hier. Évidemment, au niveau mondial, nous avons Métis. Et Métis, qu'est-ce que c'est? Un layer 2 tout à fait Ethereum qui est basé sur les optimistiques roll-up. À noter dedans d'ailleurs la présence d'une DAO. Et ensuite, nous avons Celestia, la fameuse blockchain modulaire. J'en ai souvent parlé lors de ces Kaiser News. C'est assez innovant d'ailleurs, Celestia. Ça permet de séparer la couche de consensus, donc tout ce qui est proof of stake, proof of work, bref, tout ce qui permet de valider un nœud finalement. Et la couche d'exécution, donc ça, ce sont tous les calculs qui sont effectués à partir des smart contracts, etc. Donc en interaction avec les utilisateurs. Et ça a été construit avec le Cosmos SDK, c'est Proof of Stake, ça supporte d'ailleurs l'IBC. Et donc Celestia ne gère pas l'exécution, mais uniquement le consensus et le stockage. Et du coup, ça permet de choisir son environnement d'exécution, comme une EVM ou pas. Et puis ensuite, on a Injective, qui est un écosystème Web3 qui est sur Cosmos et qui est dédié vraiment à la création d'applications décentralisées basées sur la finance, sur l'environnement Cosmos. Alors ça ne m'étonne pas qu'on ait Celestia et Injective. D'ailleurs, c'est tout comme Solana, ce sont des blockchains qui ont extrêmement bien pumpé ces derniers temps. Et donc, après chaque pump, forcément, on a un retracement parce qu'il y a des personnes qui prennent leur profit. Donc là, deux écoles. Est-ce qu'on recharge sur les retracements en attendant la prochaine hausse ou est-ce qu'on ne fait rien au hold juste et on attend la prochaine hausse? Ça, c'est à vous de voir. C'est par rapport à votre appétence pour le risque. Voilà, c'est terminé pour moi, donc pas d'autres nouvelles pour le moment. Évidemment, vous avez eu un aperçu du Kaiser Board. Sachez que je suis en train de le finaliser, que je le peaufine. Il y aura des nouvelles qui vont venir par rapport à ce Kaiser Board incessamment. Il y aura également des nouvelles qui viendront par rapport aux Kaiser News et aux vidéos que je fais incessamment également. Donc je suis en plein dedans, donc pour le moment c'est vrai que je suis assez focus là-dessus. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de sponsoring dans ces vidéos, ça c'est super important. L'ensemble de ces tokens vient de mes analyses. N'oubliez pas également de liker et de mettre des commentaires si cette vidéo vous plaît ou d'interagir. Moi, ça me fait vraiment plaisir. J'aime beaucoup vous lire et je vous réponds à chaque fois, même si parfois j'ai un petit peu de retard. Et quant à moi, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez bien, encore une fois, en famille ou entre amis. Et nous, on se retrouve donc l'année prochaine, le mardi, pour le premier Kaiser News de 2024. Bye bye tout le monde!